bonjour à tous et voici le 17e épisode du podcast Vocation Auteur, le podcast qui donne la parole à nos enseignants auteurs. Aujourd'hui, j'accueille Camille Julien, conseillère pédagogique dans l'Académie de Lyon, précédemment professeure des écoles et co-autrice de la méthode de lecture Kitessiam, ainsi que des cahiers Dynamo et Dynavoc parus cette année chez Hachette. Elle est aussi la créatrice du blog Chat d'école qui propose de nombreuses ressources et méthodes aux enseignants de CP. Passionnée de didactique du français, elle vient nous parler de littérature, de lecture, d'écriture, mais aussi de vocabulaire et de tout ce qui conduit l'enfant vers plus d'autonomie. Écoutons le morceau qu'elle a choisi pour introduire ce podcast. À vos écouteurs. Here I am, not sure you should take a chance. I like playing dumb, letting you figure me out. But I was faded in my own defense. So drop a bomb on all the things we dreamed about. Smash all the guitars till we see all the stars. Oh, got to throw this year away. We got to throw this year away like a bad luck charm. Smash all the guitars till we see all the stars. Oh, got to throw this year away. We got to throw this year away. Bonjour Camille. Bonjour Pascal. Alors, vous avez choisi d'introduire ce podcast par un morceau. Pourquoi ce choix ? Alors oui, tout à fait, c'est le morceau de musique I Am My Own Muse de Fall Out Boy, qui est un groupe américain, qui commence à dater maintenant effectivement des années 2000, un groupe de rock alternatif. Et cette chanson, plus particulièrement, alors elle est récente, elle est de 2023, I Am My Own Muse, qui signifie tout simplement, je suis ma propre muse, je suis ma propre source d'inspiration aussi. C'est un petit peu une chanson qui parle de renaissance intérieure, de reconstruction aussi, hein, je pense, de repartir de zéro quand tout va mal. Donc, c'est une chanson assez positive, je trouve, parce qu'elle a des notes assez dynamiques déjà, avec une musique un petit peu de warrior, de... Voilà, moi ça me fait penser à l'ouverture d'un film épique, hein, vous voyez. Donc voilà, sur des jours où ça va pas fort, je trouve qu'elle redonne un petit peu d'énergie, un petit peu de baume au cœur aussi. Donc je la conseille à tous ceux qui ont parfois besoin de ce petit moment d'une musique encourageante. C'est un style qui me parle beaucoup, en tout cas personnellement. Oui, je l'ai écoutée, elle est très belle en tout cas. Alors, est-ce que vous pouvez, Camille, nous décrire un peu votre parcours, nous dire quel élève vous étiez ? Oui, bien sûr. Alors, à l'école, bon, j'en garde pas toujours beaucoup de souvenirs parce que c'était il y a fort longtemps. Mais, j'avais des facilités, on va dire, hein, dans pas mal de domaines. C'est vrai que j'avais pas beaucoup besoin de beaucoup travailler, donc c'était quand même, agréable. J'étais très têtue, d'ailleurs je le suis toujours un petit peu, et c'est vrai que quand quelque chose me plaisait, j'y allais à fond. J'étais même à la recherche, je pense, d'une certaine excellence, hein, dans certaines choses qui me plaisaient beaucoup. Et par contre, je pouvais mettre de la très mauvaise volonté dans d'autres domaines où voilà, des choses que je n'aimais pas ou que j'aimais moins, en assumant même des notes parfois assez basses ou des comportements assez inappropriés. Bon, voilà. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup lire très très jeune, les livres de l'école surtout, parce qu'on avait une bibliothèque, je me souviens, qui était vraiment pour le coup très riche à l'école, des documentaires, il y avait beaucoup de bandes dessinées aussi, je me souviens, donc vraiment une belle variété aussi. Je pense que c'est cette variété d'ailleurs qui donne aussi le goût de la lecture aux enfants, d'avoir des choses Tout à fait. très diverses et variées. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de bibliothèque à la maison. Je viens d'un milieu assez populaire où dans l'accès à Oui. la culture, à l'art, on était même un peu défavorisés, hein, finalement, quelque part sur ces points-là. D'ailleurs, c'est drôle parce que sur la culture et sur l'art principalement, c'est toujours des lacunes que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai aucune sensibilité artistique ou très peu. Voilà, je me la construis, mais en tout cas, c'est pas quelque chose
choses, voilà, qu'on m'a forcément inculquées, Oui. voilà. Mmh. Avec le livre, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que le livre, eh bien, on y avait accès, tous les jours, enfin à l'école, tous les jours d'école. Donc c'est ce qui plaît aussi beaucoup, je pense, c'est la facilité d'accès, voilà, d'avoir un livre avec soi dans son école, hein, principalement, qui donne, du coup, accès à, des mondes entiers, des voilà, l'imaginaire et cetera. C'était Des mondes quels livres? qui Quels étaient les livres qui vous attiraient dans cette Alors, bibliothèque? j'aimais tout, j'aimais tout. C'est vrai que tout ce qui était, un petit peu donc les bandes dessinées parce que c'est très drôle, hein, déjà, c'est Oui, sûr. Les documentaires parce qu'on y apprend plein de choses et quand on n'a pas forcément, voilà, on voyage pas forcément beaucoup, quand on n'a pas forcément non plus accès à des musées ou que sais-je, eh bien, ça donne aussi, bah, accès à tout ça d'une autre façon tout et à du coup, fait. ça nous ouvre, voilà, une certaine culture, ça nous ouvre beaucoup de choses. On apprend des choses en géographie, en histoire, voilà, dans tous les domaines. Ça ouvre le champ des possibles et puis, très rapidement, en grandissant, en devenant, lectrice, du coup, puisque, au bout d'un moment, on lit nos propres livres aussi. On choisit, on se met à choisir aussi, les livres qui nous plaisent le plus et qu'on souhaite lire. Eh bien, c'est vrai que je me suis tournée plutôt vers des livres très, fantastiques, voilà, des choses qui émerveillent beaucoup, hein. On est beaucoup dans l'émerveillement, l'imaginaire, bien sûr. Mmh. Ce qui est intéressant dans ce type de livre, alors je peux parler par exemple, ça peut être Harry Potter, hein, bien sûr, Oui, parmi les plus célèbres, Narnia, Le Seigneur des Anneaux, bien sûr. Alors, pas tout de suite parce que là, on est sur des lectures plus complexes, hein, quand même. Le oui, Seigneur déjà, des Anneaux, on est oui. sur le début de l'adolescence plutôt, hein. Alors qu'Harry Potter se lit très, très bien et est encore très à la vogue dans nos écoles aujourd'hui et je trouve que c'est super parce que c'est quand même des gros volumes, hein, qui se lisent Et pas oui. si facilement Mmh. donc c'est toujours chouette de voir des enfants, voilà, qui se nourrissent de tous ces univers. Je trouve ça vraiment super. Ce qui est intéressant, c'est vrai que, voilà, la lecture rend tout ça, réalisable et c'est vrai que pour certains enfants, peut-être comme moi à l'époque, qui n'avaient pas forcément, un accès, voilà, à la culture, une fois encore, c'est donner aussi à voir des choses qu'on n'aurait même pas pu Tout à imaginer, fait. je crois. Oui. Voilà, de voir des mondes qui n'existent pas, mais qui pourraient même pas exister dans un imaginaire, voilà, tel qu'est celui d'un enfant quand voilà, quand on découvre le monde. Donc voilà, ça ouvre, le champ des possibles, Ah, je c'est très trouve. important ce que vous dites et puis c'est Mmh. aussi très positif. Voilà, ouvrir un livre effectivement, c'est se connecter à des mondes, nouveaux et Mmh. différents et c'est une très belle chose. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé écrire aussi parce que Oui, alors peut-être que l'un appelle l'autre, hein, la lecture, l'écriture, voilà, sont quand même oui, assez entremêlés. L'idée aussi de ces belles histoires que j'ai pu beaucoup lire, c'était de s'inventer ses propres histoires finalement. mmh. Tout ça est aussi une source d'inspiration, mais infinie, hein, par rapport à tout ce qu'on peut s'imaginer. Je pense que, les lectures et l'écriture qui va avec développent chez nos élèves, nos enfants aussi la créativité qui va avec, hein, bien sûr. Voilà. Alors évidemment, moi, je construisais des petits récits d'enfants, d'adolescentes, hein, mais quand même, ça a permis, je pense aussi de développer des compétences importantes pour la suite en termes rédactionnels et puis, voilà, sur la créativité, une fois encore et c'est vrai que tout ça s'est fait très progressivement, hein. Je vous ai résumé là, une Oui, 15 ans de ma vie, hein. c'était une bonne partie de Mais, votre enfance, oui, oui. c'est vrai que mes parents m'ont aussi beaucoup soutenue et je crois que c'est important, malgré, des manques financiers, hein, évidemment, mais m'ont beaucoup soutenue dans ces choix et cet amour de la lecture. Je pense encore à, voilà, mes parents qui pouvaient me laisser, lire, par exemple, Narnia, les 7 volumes de Narnia à la suite d'une traite. Parce que quand on rentre dans ces univers, c'est très dur d'en sortir. Enfin voilà, je Oui, fais partie de ces gens pour qui c'est dur on n'a plus envie de retourner au monde réel. Alors ça, je sais pas toujours si c'est bien, mais en tout cas, on est tellement pris dans l'histoire, dans la narration que parfois, voilà, on est dedans et voilà, Narnia, c'est 900 pages, hein, donc il nous ah faut oui. bien 6 heures au moins pour lire tout ça donc voilà, donc c'est vrai que, voilà, avoir des parents qui nous soutiennent, qui commencent aussi, moi, à l'adolescence, à m'acheter mes premiers livres, hein, que j'ai toujours d'ailleurs, hein. C'est vrai que c'est des souvenirs, à vie, voilà, donc la fierté aussi des parents qui, voilà, sur, quand je lisais, quand j'écrivais mes petites histoires, voilà. C'est des choses qui m'ont beaucoup marquée. Avant d'être conseillère pédagogique, vous étiez enseignante. Alors qu'est-ce qui a suscité cette vocation d'enseignante? Alors c'est vrai que j'ai jamais eu la vocation pour être professeur des écoles, spécifiquement en tout cas. Moi ce qui me plaisait, c'était surtout d'apprendre.
Donc encore maintenant d'ailleurs, j'aime bien, voilà, m'occuper l'esprit, avoir beaucoup de projets, échanger avec des collègues, continuer, toujours d'apprendre, de se nourrir aussi, bien sûr. La didactique du français, par contre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, est-ce que c'est ce qui m'a permis de voilà, d'aller vers ces missions, plus particulières de conseillère pédagogique? Un petit peu, oui, je pense, aussi, c'est sûr. Et c'est vrai que même en classe, dans mes niveaux de cœur, hein, que ce soit grande section, CP, CE1, tout le cycle 2 aussi, on est vraiment dans l'entrée du lire-écrire qui est un moment quand même assez, charnière dans voilà, dans la scolarité de nos élèves. Et c'est vrai que cette entrée dans la lecture qui fait lien aussi du sens avec le vocabulaire, bien sûr, puisque, tout est lié. Donc je trouve que c'est des années où on a des enjeux très importants qui se mettent en place et c'est vrai que j'ai fait mes premiers pas dans ces niveaux-là, même en tant que stagiaire et cetera à la fac, voilà. Donc ça m'a plu beaucoup. Ce sont particulièrement ces niveaux-là qui m'ont attirée et qui ont fait que, voilà, je suis devenue, professeure, des écoles. J'aime bien travailler avec les petits comme ça aussi parce que c'est très, très pointu en didactique, en français, en maths. On dirait pas, hein, on dit souvent non, mais si, c'est très, très pointu, donc on apprend toujours des choses, voilà, c'est très, très intéressant. Particulièrement en maternelle, c'est Très, vrai. très, très Mmh pointu en maternelle, ouais. Mmh mh. mh. Et quelles étaient les pratiques que vous avez mises en place quand vous étiez professeur des écoles? Qu'est-ce qui marchait? Qu'est-ce qui fonctionnait avec vos élèves dans la classe? Alors, j'ai fait, beaucoup de choses. J'ai beaucoup testé, j'ai J'imagine. beaucoup, essayé de choses, parfois sans succès d'ailleurs, hein. On se trompe, on recommence. Bon, c'est pas grave, voilà, il faut aussi, apprendre à se découvrir en tant qu'enseignant, je pense et trouver son style, trouver ce qui nous plaît, trouver, pardon, ce qui va aussi, faire notre marque un petit peu, auprès de nos élèves. Donc voilà, j'ai mis par exemple en place, c'est vrai, beaucoup, beaucoup de séances où les élèves sont assez acteurs de leurs apprentissages, Mmh. que ce soit par, des lectures dirigées quotidiennes où c'est vrai que, la lecture en grand groupe, hein, sur les petits niveaux me semble peu adaptée, ne permet pas en tout cas aux élèves d'être suffisamment acteurs de leurs propres apprentissages et bien pour mémoriser, voilà, pour apprendre et cetera. J'aime bien aussi travailler à partir de rituels ou de séances très courtes, puisqu'on le sait, hein, la répétition est très efficace. Je pense par exemple au vocabulaire, où c'est le fait, voilà, de répéter, de réinvestir très, très régulièrement, qui va beaucoup plus porter ses fruits que si on faisait un seul gros bloc finalement de Bien sûr. vocabulaire pendant, 1 heure 30, dans la semaine. Donc c'est quelque chose même avec des grands, hein, même, en cycle 3 par exemple, que j'aime bien faire, voilà, sous forme de rituel et puis tout ce qui est aussi, les ateliers qui vont permettre beaucoup de manipulation, beaucoup de jeux. Tout ce travail en petits groupes, donc pour être acteur, hein, là aussi, comme je le disais tout à l'heure, alors que ce soit des ateliers libres, inscriptions libres, hétérogènes, groupes homogènes, bon ça après, c'est selon les classes, les niveaux et cetera. Mais, c'est vrai qu'actuellement, comme maintenant je suis formatrice aussi, j'ai un peu la double Oui, casquette. oui. Beaucoup de collègues qui sont demandeurs finalement de solutions concrètes. Comment est-ce qu'on fait pour, mettre en œuvre tout ce qu'on nous demande finalement de mettre en Oui. œuvre dans ces nouveaux programmes, notamment? Et parfois, quand on parle de pratiques, innovantes, on tend parfois à s'éloigner de ce qui est vraiment utile, simple, efficace et finalement, c'est peut-être des petites choses, plutôt des modalités même, voilà, des ateliers, des choses comme ça, où les collègues, je vois, n'osent pas se lancer. Ça fait un peu peur finalement, c'est de l'inconnu donc Oui, c'est très différent de leur, manière d'enseigner. parfois oui, parfois, tout à fait. Mmh Mmh. mh. Et qu'est-ce que vous leur conseillez à vos collègues alors du coup, pour les mettre à l'aise, dans ces pédagogies nouvelles? D'essayer simplement? Oui, d'essayer, en fait, d'oser, de se faire un peu confiance aussi parce que, c'est Oui, quelque chose qui manque cruellement des parfois dans la profession. On a rarement confiance en nous parce que, bah, voilà, on vit aussi d'injonctions, on vit de textes très officiels, du prescrit, hein. Donc voilà, parfois on n'ose pas sortir un petit peu de sa propre pratique qu'on a parfois depuis 20, 30 ans et je sais que c'est une prise de risque, attention, hein, très importante même d'ailleurs, pour les collègues. On sort de notre zone de confort, ce qu'on demande parfois à nos élèves de faire aussi, donc c'est très instable, très voilà, mais ça ouais, fait beaucoup de bien bien de se sûr. renouveler. Mmh mh. Quelle est la chose que vous avez le plus à cœur de transmettre à vos élèves? 2, 3 clés à leur transmettre pour leur vie. Quelles seraient ces 3 clés s'il en fallait 3 ou plus? Alors au-delà, de
Alors en trouver 3, je ne sais pas si j'y Oui, arriverai, mais une en tout cas me semble une. assez, importante, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui s'y rattachent, si vous voulez, donc on va peut-être y arriver. Alors l'autonomie, c'est vrai, je le dis souvent parce que, à mon sens, c'est l'autonomie qui va un petit peu débloquer tout le reste, si je pourrais dire. Être capable de faire seul, en fait, c'est comprendre qu'on existe, qu'on est capable de, qu'on est légitime, voire même compétent parfois, et pour un enfant, ça c'est beaucoup. Et la confiance en soi, une fois encore, on y revient, que Bien ce soit sûr. pour les enseignants ou pour les enfants. L'autonomie, je trouve, donne accès à cette confiance en soi, donne accès, alors, le fait de lire, d'écrire seul, c'est très, très important aussi, et ça nous donne accès au monde tout court et puis à tous les nouveaux mondes qu'on peut imaginer par la littérature, mais déjà au monde, hein, déjà la compréhension de notre monde qui est déjà pas simple pour un petit, un enfant, un élève, et tout ça sans dépendre de personne finalement. Voilà, c'est une forme de liberté, je pense, que d'être Oui, autonome. tout à fait. Voilà. Alors, vous avez été co-auteur de la méthode de lecture Kitesiam, qui est une méthode pour le CP, et vous êtes aussi l'une des auteurs des collections Dynamo et Dynavoc, ce sont des cahiers pour le cycle 2. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux projets? Oui, alors bien sûr, Dynamo, donc c'est une méthode de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire, donc en CE1 et CE2. Alors c'est aussi une demande institutionnelle puisque les nouveaux programmes, de cycle 2 sont parus en octobre 2024, et donc l'idée, bah, évidemment, c'était de s'appuyer sur ces nouveaux textes pour pouvoir construire de quelque chose d'à la fois cohérent, pertinent, intéressant et puis assez, novateur aussi, tant qu'à faire. Mhm. Donc pour ça, évidemment, tout l'intérêt du projet, c'était qu'on a pu, s'appuyer sur des chercheurs, hein, qui sont reconnus et qui sont, bah, voilà, qui sont, des experts vraiment dans leur domaine, donc comme, Patrice Gourdet, par Oui, exemple. d'accord, BHL. Donc voilà, didacticien en grammaire, hein, principalement, et qui a beaucoup travaillé, nous, ça nous a inspiré incroyablement, sur, les régularités de la langue. On entend beaucoup et on dit beaucoup et on se souvient peut-être beaucoup de nos cours de primaire. On dit beaucoup que la grammaire et la langue française, d'une façon générale, est quelque chose d'assez, voilà, avec beaucoup d'exceptions, Ah, c'est d'irrégularités, voilà, beaucoup des et nous, exceptions. c'est vrai, Oui, voilà, et c'est intéressant de travailler avec Patrice Gourdet parce qu'il nous a montré tout le contraire. C'est-à-dire qu'il nous a montré, avant d'apprendre à voir ces irrégularités, je vais pas y arriver, qui existent, avant de les voir, voilà, comme un objet d'apprentissage, appuyons-nous déjà sur le plus simple, c'est-à-dire les tout à régularités, et en fait, fait. elles sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne pourrait le croire, voilà. Donc ça m'a aussi ouvert, les yeux. C'était très intéressant. On est parti aussi des travaux, par exemple, de Carole Tisset, donc il y Mhm. a, voilà, des choses très intéressantes sur, tout ce qui est la démarche expérimentale finalement, mais en français. En Donc français, c'est oui, pas en quelque chose, voilà. mathématiques, oui. Enfin, ça Voilà. existe en Alors mathématiques, on le fait en sciences même, à la base, c'est bien plutôt sûr. même la démarche scientifique parce Oui, qu'on est vraiment dans ces phases-là d'observation, manipulation, alors qui sont des termes, employés d'ailleurs dans les nouveaux programmes de cycle 2. tout On à nous fait. demande, hein, explicitement de proposer toujours en grammaire ces phases-là. Hem Et puis ensuite, voilà, c'est aux élèves, je parlais tout à l'heure d'élèves, acteurs de leurs apprentissages. C'est aux élèves ensuite de construire des hypothèses autour de la notion, à partir de toutes leurs observations et de leurs manipulations. C'est eux aussi qui vont, expérimenter ensuite leurs hypothèses et puis qui vont, construire leurs leçons, leurs outils. Voilà, donc nous, c'est vraiment ce travail-là qu'on a fait, avec Dynamo sur le cycle 2, avec bien sûr d'autres apports que sont, par exemple, Micheline Cellier en vocabulaire, bien sûr, avec, ses fleurs lexicales Lexical, pour ne plus la citer parce que c'est vrai que c'est devenu, enfin, oui, en tout cas pour Eduscol et les programmes, le ministère, c'est vraiment, la référence, numéro, 1, sur, les questions de vocabulaire. tout à Voilà. fait. C'est important de s'appuyer aussi sur des chercheurs. Tout à fait, tout à fait. Puis c'est pas si commun, hein, de travailler, enfin pour moi en tout cas, d'avoir travaillé avec des chercheurs, donc c'est très riche. Voilà, c'est très inspirant. Moi, ça me donne beaucoup Oui, de ça vous a pistes pour la suite, apporté, et oui. puis oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que Dynavoc, eh bien, suit un petit peu cette lignée-là. Alors sur un projet qui me tenait aussi beaucoup à cœur puisque, voilà, le vocabulaire est source, d'inégalités, hein, c'est certain dans notre société, Mmh. et l'idée de l'école, c'est qu'on ne peut jamais complètement, supprimer ces inégalités, ou du moins faire comme si elles n'existaient pas, mais on le dit toujours, on peut quand même les gommer
autant que possible et donc le vocabulaire est effectivement un sujet très important. À mon sens, il manquait peut-être, voilà, dans le commerce, une méthode d'enseignement qui soit explicite de ces corpus de vocabulaire dont nous parlent beaucoup, les nouveaux programmes et par corpus, on entend surtout, l'idée du réseau lexical. C'est-à-dire d'enlever un petit peu, l'idée que le vocabulaire, c'est apprendre quelques mots isolés de temps en temps et puis, voilà, on verra bien ce que les élèves en font. Mmh. C'est ça, à mon sens, qui crée de l'inégalité parce que quand on voit ce que les élèves en font, eh bien, très peu de choses pour ceux qui n'ont pas de bagages et puis beaucoup plus pour ceux qui Bien ont sûr. déjà, tout ce qu'il faut. Donc c'est pas le but de Dynavoc du tout. C'est pas le but des nouveaux programmes de toute façon. Donc voilà, nous on suit aussi bien sûr ce prescrit-là. Hem et puis ça a créé aussi, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements chez les collègues, d'inquiétude même, le vocabulaire. Comment faire? Comment ça rentre dans l'emploi du temps et cetera? Donc la démarche, si je peux me permettre de la résumer en quelques mots, c'est de construire le corpus avec les élèves, je dirais même par les élèves. Donc là aussi, acteurs de leurs apprentissages, on y revient, mais c'est très important parce que des élèves et surtout les petits, mais jusque enfin toute la primaire honnêtement, ont besoin de se sentir impliqués dans les séances qu'on propose, ont besoin que ce soit vivant, ont besoin que ça vienne d'eux aussi. Voilà, donc c'est sûr que si on propose des corpus, des éléments, trop, éloignés de leur réalité, on les perd et Tout à surtout nos fait. plus fragiles. Mmh. Donc c'est tout l'intérêt aussi, c'est qu'on va construire le corpus avec eux. Bien sûr, on va enrichir, on va apporter les mots que nous, on veut qu'ils retiennent, qu'ils mémorisent, ça c'est tout à fait normal. On va catégoriser aussi, alors, une catégorisation lexicale qui peut être, sémantique par le sens, hein, comme on voit beaucoup de fleurs lexicales sur l'automne, par exemple. Mmh. Quels sont les animaux d'automne? Quels sont les verbes d'action autour, de l'automne? Quels sont les changements de saison qu'on observe à l'automne? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la catégorisation sémantique, hein. On va mettre tous les mots qui font du sens ensemble. Mmh. Et puis, ça peut être une catégorisation grammaticale. Alors, même avec des tout petits, hein, on est parfois surpris, même en petite section, on peut tout à fait commencer à voir d'un côté, eh bien, les choses, les noms communs, en fait. On va pas forcément les nommer comme ça, mais ce sont des noms communs. On peut même, selon le thème, avoir des noms propres, puisqu'on peut avoir des prénoms, voilà, des interpellations, enfin, les mamans, papa, etc. On peut avoir, d'un autre côté, les adjectifs, hein. Comment Mmh. sont les à quoi elles ressemblent et cetera et puis on peut avoir bien sûr les verbes, les actions, hein. On leur apprend, dès tout petit et c'est très intéressant et très riche même avec des petits et puis on peut avoir enfin une catégorisation qui est morphologique. Alors là, souvent les collègues me disent: Oui. «Mais à quoi ça sert Qu'est-ce que cette c'est? Qu'est-ce que morphologie?» c'est la catégorisation morphologique? Eh bien, là aussi, c'est intéressant parce qu'on va aller vraiment sur le cœur de la langue et ce qu'on veut que les élèves remarquent. C'est très implicite dans la langue française et si à un moment donné, nous, en tant qu'enseignants, on se place et on leur dit explicitement ce qu'on veut qu'ils remarquent, eh bien, même nos élèves, une fois encore les plus fragiles, vont s'emparer de tout ça. Un exemple tout bête que j'aime bien donner en formation avec mes Mmh. collègues ici dans ma circonscription, c'est le mot terre. Par exemple, avec les petits, voilà, on a fait du jardinage à l'automne, voilà, on est allé dans la forêt, on a déterré des trucs. Déterrer, tiens, ça, c'est un mot intéressant qui contient le mot terre. On a mis de la terre dans un trou. On a terre, déterré, enterré, le terreau, on a utilisé du terreau aussi, bien sûr, voilà. Donc en fait, c'est faire remarquer aux élèves, même à l'oral, et puis dans un second temps, plus on grandit à l'écrit, que les mots ont des liens. Bien sûr, on est dans de la famille de mots, hein, dans de la Mmh. dérivation morphologique, mais même tout petits sont capables de le comprendre, de l'entendre, et ça va être Tout très à aidant pour fait. le passage à l'écrit Mmh. quand il faudra écrire le mot terre avec 2 R. Voilà, Bien entre sûr. autres, bien sûr. Mais, D'accord. hem, mais c'est vrai que voilà, donc cette catégorisation, elle peut être très riche, elle peut se faire de la petite section au CM2 et puis tout l'intérêt dans cette démarche, c'est aussi bien sûr le jeu, le réinvestissement permanent, Oui. par la manipulation. Alors au début, on va être sur quelque chose d'assez massé, hein. On Mmh. va essayer de réinvestir les mots appris, eh bien, toute, la période, par exemple, si c'est notre thème de la période. Mais en choisissant nos corpus, on peut être un petit peu malin aussi. Donc par exemple, le mot terre, parce qu'on sait qu'on va le travailler en automne quand on va faire, des choses, eh bien, on sait aussi qu'en fin d'année, on va le retravailler quand ce sera le printemps et qu'on Bien. va planter nos haricots pour la fête des mères ou que sais-je, enfin, voyez? Qu'on va planter, qu'on va aller à une sortie aussi scolaire, hein, par exemple, dans un Oui. voilà, voir, un agriculteur ou peu importe et que du coup, on va réutiliser sur le long terme des mots
qu'on a appris en début d'année. Ça, c'est Et hyper dans des riche contextes différents parce que et c'est dans des contextes évidemment différents, décontextualisés, recontextualisés, qui sont effectivement les maîtres mots de Micheline Cellier dont on parlait tout à l'heure, bien sûr. Et puis, voir aussi que les élèves sont capables de réinvestir tous ces mots, à l'oral comme à l'écrit. Voilà, ça, ce sont les grands principes fondateurs de Dynavoc. OK, merci Camille. Alors pour finir et pour conclure ce podcast, j'ai une question un peu plus personnelle. Quel est votre livre préféré et pour quelle raison l'avez-vous choisi? Alors, est-ce que vous l'auriez deviné? Oui, à C'est peu près. Le Seigneur des Anneaux. Alors j'aime Oui, beaucoup ce livre. Alors c'est pas un livre en fait, c'est plus une trilogie là pour oui. le coup, donc on est sur un ensemble de livres, hein, on a 3 volumes. Bon, toutes les œuvres de Tolkien évidemment, je c'est mon dada si je puis dire. J'aime beaucoup cet univers, Le Seigneur des Anneaux étant avec le Hobbit aussi, la peut-être les ouvrages les plus accessibles, voilà, parce que le Silmarillion, les contes, et légendes inachevées, faut être un peu plus mature je pense en termes de lecteur pour entrer dedans. Voilà. Pourquoi ce choix? Je pense que ça a été une lecture, fondatrice, si on peut dire. Enfin voilà, vraiment une lecture, fondatrice, oui, à l'enfance, début d'adolescence, parce que c'est quand même pas si simple à lire, hein, le Tolkien. Oui. Mmh. Mais qui a découlé aussi sur l'ouverture, d'autres mondes où moi aussi j'ai pu faire du réseau, hein, un petit peu comme un vocabulaire. J'ai pu mettre ces mondes-là en réseau. Quand on lit Tolkien, ça amène à lire Narnia, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de c'est la même époque, hein, on est sur des auteurs qui ont vécu à la même époque. Mmh. Ça amène à lire bien sûr donc Harry Potter, je le disais tout à l'heure, Eragon aussi, voilà, donc tout ce qui va être, heu, cette fantaisie, voilà, Oui, de de l'ordre de le l'imaginaire oui, qui développe tout à fait. l'imaginaire. Voilà, Tout à tout fait, à fait, ouais. c'est vraiment ça. Et puis bon, moi en plus je suis une geek et il y a une grosse culture, geek, pop Et oui, geek un petit peu autour du Seigneur des Anneaux. J'aurais pu vous dire aussi Star Wars, mais c'est pas un livre, mais voilà, oui, il y a vraiment au cet cinéma. univers-là aussi qui me plaît beaucoup, voilà. D'accord. Et donc vous avez choisi une très belle citation que je vais vous laisser évoquer. Dites-moi laquelle et pour quelle raison? Alors, je me suis effectivement inspirée donc, de La Communauté de l'Anneau qui est Oui. le 1er tome du Seigneur des Anneaux. Mmh. C'est Bilbon Saquet qui prononce, ces phrases. C'est un petit poème d'ailleurs qu'il a écrit. Donc la citation que vous connaissez peut-être: «Tout ce qui est or ne brille pas, tout ce qui erre ne sont pas perdus». C'est une référence, alors pour ceux qui connaissent un peu, je vais essayer de faire court. C'est une référence à Aragorn pendant le Conseil d'Elrond. C'est intéressant parce qu'on a un moment où on apprend qui est réellement ce personnage. Avant, c'était un rôdeur un petit peu à l'apparence, voilà, peu reluisante, si je puis dire, et on apprend que pas du tout. C'est un héritier du Gondor, c'est un descendant, d'Isildur, donc un roi caché finalement. Donc, tout ce qui est or ne brille pas, c'est aussi ce côté, l'apparence extérieure, voilà, ne veut Oui, dire que peu de choses. Et particulièrement puis, important à notre époque ça. tout à fait. Et puis on peut avancer dans la vie, même sans statut, même sans richesse, peut-être même sans connaissance, Tout sans à voilà. fait. C'est intéressant aussi sans pouvoir, hein. On est tous peu de choses à la base, mais ça nous n'empêche pas plus tard, pour le coup, de briller à notre façon, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est une sorte de message un petit peu, d'humilité, je trouve. Hem c'est important aussi parce que je parlais beaucoup de confiance en soi et on se dévalorise beaucoup, je trouve, dans nos sociétés et puis, Oui, surtout les professeurs, je trouve beaucoup, pour moi qui les côtoie, beaucoup. oui, Et voilà, c'est pas parce qu'on ne brille pas qu'on n'a pas de valeur, en fait. Il y a ça aussi, ce côté, voilà, où on se dévalorise beaucoup. oui, Et puis, pour finir sur la fin de la citation, «Tous ceux qui errent, ne sont pas perdus», c'est l'idée aussi que errer, bah, on cherche notre chemin et qu'on peut chercher notre chemin, toute notre vie et c'est pas grave, en fait, et qu'on avance à notre rythme et oui, on comme nos avance élèves, on toujours sur a ce c'est chemin. ça, Mmh. comme nos élèves, on a aussi nos Et bien propres sûr, chacun son parcours, rythme. tout à fait, c'est ça, Donc voilà. pour conclure ce podcast, quel message vous souhaiteriez adresser aux enseignants, Camille? Alors, en quelques mots et pour résumer, je pense, beaucoup de choses qu'on a déjà dites, Oui, mais oser essayer, oser se faire confiance, voilà. Tester, se tromper, c'est pas grave de se tromper et même si c'est pendant la visite de l'inspecteur ou de l'inspectrice ou que sais-je, oui, c'est pas grave. En fait, je pense que, on a une forme de d'audace pédagogique parfois dans les classes qui moi me nourrit beaucoup et je pense qui est très intéressante pour, voilà, pour s'adapter aussi à notre société actuelle, hein. Il faut continuer là aussi à avancer pour, prendre en compte, eh bien, nos élèves de maintenant et les connaissances de maintenant et cetera. Et voilà, et pour vraiment conclure, une phrase que je dis très souvent aussi à mes oui. collègues, c'est: «C'est vous le chef».
Voilà, C'est c'est tout. bien. Bon, on va conclure sur cette phrase courte, mais impactante, on va dire, et efficace. Et mille merci, Camille, pour cet entretien très, très riche, très dynamique, plein de bonnes idées Merci que vous beaucoup. avez transmises. Au revoir, Camille. Merci beaucoup. Merci, au revoir.